Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 2 de la sixième saison. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission aujourd'hui. Ben, moi Comment aussi je suis ravi de te retrouver et puis ce soir, en plus tu as préparé un sujet, bien insolite. Tu vas nous parler d'un bruit, d'un d'un bruit qui est là, qui est présent, qui pourrait peut-être s'apparenter à une espèce de guerre psychologique. Voilà, en tout cas, tu vas nous creuser ce sujet et moi, je vais être alors à l'opposé, mais c'est quoi? C'est même pas l'opposé, c'est je pense il y a pas d'opposé à un bruit, à part le silence et si on fait une demi heure de silence, ça va pas leur plaire aux amis, hein. Donc non, moi, je vais vous parler du sphère de Turin. Ouais, parce que voilà, il y a eu 2 articles à coup sur coup qui sont sortis, fin août sur le sphère de Turin, parce que, il y a toujours cette controverse. Est-ce que le sphère de Turin est un véritable artefact représentant l'image en négatif du Christ ou pas? Selon les 2 derniers articles qui sont parus, visiblement non. Eh bien, on va en discuter tout à l'heure, ensemble. Mais pour le moment, un bruit. Alors c'est quoi ce bruit? C'est un tic toc poc, Oui. chouz. J'ai tout ce que tu faire. Ah non, j'étais partie dans mon truc, j'allais te le présenter, mais j'avais oublié, que tu pouvais présenter d'une manière un peu plus puissante. Vas-y Antoine. Juste avant de commencer, j'aimerais expliquer quelque chose aux amimi sur le home miasme. Tu veux bien? Ah Parce que oui, pour les personnes qui nous suivent, on sait de quoi il s'agit, mais pour les autres, ils vont juste croire qu'on est des fous furieux et qu'on prépare une secte. Alors, explique. oui et puis tu as vu, hein, Brise, je vais te tirer par l'oreille, hein, mais maintenant il m'appelle le gourou, l'autre fois il m'appelait le gourou mou. Non. Alors, on a lancé en fin de saison dernière une expérience suite à un sujet sur, les égrégores. Voilà et les égrégores, ça se construit, à plusieurs, et il faut mettre une intention. Ça peut être, ben, un son comme le om, miasme, par exemple et on s'est donné comme objectif, en tout cas à notre égrégore, de pouvoir franchir le seuil des 100 000 abonnés à Noël. Bon, d'accord, il reste encore 65 000 à peu près à atteindre, mais on n'en est pas loin. J'ai dit Mais 65, 75 même. mais attends, précise bien quand même que c'est une expérience que nous faisons. C'est en fait pour vérifier si réellement un égrégore que nous créons a une certaine puissance, sur Oui, notre, matérialité. Donc exactement. on plaisante évidemment, tous les 2, Antoine et moi, mais du coup, on plaisante avec vous, on s'amuse et on a lancé, cette idée du miasme. Bon toujours, Tout à fait, on plaisante, mais tout en étant curieux et en faisant une expérience finalement scientifique, hein, parce ouais, que si ça se produit, eh bien scientifiquement, on aura démontré qu'on peut, grâce à un égrégore, faire se provoquer, notre propre réalité. Je vous renvoie à l'émission que j'ai faite avec Lily Oz la semaine dernière. Et effectivement, dans le process, eh bien, il faut répéter un miasme toutes les semaines, voilà. Donc c'est pour ça qu'on conclut l'émission avec un miasme que chante parfaitement, d'ailleurs Natacha. J'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie, Natacha. et c'est la raison pour laquelle j'avais fait une petite chanson. On va peut-être créer une chanson, Antoine et moi, peut-être avec votre aide, mettez-nous, des paroles de chansons ou avec, «Abonnez-vous», enfin quelque chose comme ça et on la chantera. Tu promets? Tu fais à la guitare? Tu joues de la guitare toi, non? Non, c'est Éric, Le Saint, qui joue de la guitare. Ça On ah appellera Éric. ouais, j'avais cru parce que tu as une Une d'autres, basse, ouais, c'est une émissions. basse. Ouais, voilà, d'accord. Peut-être qu'on pourra mettre en musique ou je sais pas, ça serait rigolo de faire une petite chanson, pour s'amuser ensemble. Mais alors, après ce sujet d'amusement, moi je vais quand même, lancer le mien de sujet qui est, un mystère radiophonique. Et oui, Antoine, écoute bien. C'est un mystère radiophonique, je viens de le dire, qui hante les ondes depuis plus de 40 ans! 40 ans! Alors son surnom, le buzzer. Je sais pas, vous allez voir pourquoi.
Son vrai nom, alors là, je vais être obligée de lire parce que je me souviens plus, donc je l'ai noté. UVB 76, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va dire UVB 76. Et son bruit caractéristique, tu me demandais tout à l'heure, tu faisais des petits sons là bizarres. Bah, c'est plutôt, alors je ne l'ai pas vraiment entendu, mais je l'ai lu dans l'article de Futura. Vous regarderez, c'est des articles en ligne du style bzz, bzz, un truc comme ça. Bon, et qui est répété un petit peu à l'infini. Mais il n'y a pas que ça. Mais autant dire, parce qu'il y a pas que ça, vous allez voir, on va décortiquer ensemble, et puis Antoine, tu vas me dire ce que tu en penses. Mais autant dire que tu entends ça et pour s'endormir le soir, en fait, c'est même pire qu'un voisin qui passe l'aspirateur à minuit. C'est un truc qui te rend fou, quoi. Alors, depuis le milieu des années 70, ouais, ça fait même plus, du milieu des années 70, ouais, à peu près. C'est une station russe, une station radio, qui émet en ondes courtes sur la fréquence 4625, je ne sais plus comment on dit, kilohertz, que je sais pas, je sais plus. Enfin, bon, vous me pardonnez mes approximations au niveau ce que je viens de dire parce que ça, je ne maîtrise pas. Mais alors, ça a d'abord été identifié près de Moscou et c'est aujourd'hui localisé dans une autre ville, je ne sais pas comment elle s'appelle, j'arrive pas à le prononcer, qui est située en fait au nord-ouest de la Russie. Le principe est simple, c'est un signal, comme je vous ai dit, monotone, constant et c'est là que c'est très 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 intriguant, qui est parfois interrompu par des messages vocaux en russe. Alors, il y a des listes de noms, Nikolai, Tatiana, Ivan, des nombres 38, 965, 78, et puis des phrases mystérieuses comme signal doux ou 5 signes. Enfin, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que c'est. Et à chaque diffusion inhabituelle, en fait, bah, évidemment, ça attire les passionnés qui connaissent ce truc-là. Donc, moi, ça m'a vachement intriguée. Je me suis dit, oh là là, ça, c'est pour l'émission de ce soir. Et donc, à chaque diffusion donc inhabituelle, vous avez des passionnés qui se précipitent pour écouter, noter et puis comparer. Puis essayer peut-être de décrypter. On ne sait pas ce que c'est. On a un site, notamment Priom, je crois que ça se prononce comme ça, ou Priom, je ne sais pas, .org, c'est PRIYOM, .org, qui recense depuis des années toutes ces transmissions. C'est un peu, ce site-là est un peu la Bibliothèque nationale des bizarreries radiophoniques. Alors, à quoi ça sert? Est-ce que tu as une hypothèse? Parce que c'est vraiment là que ça devient croustillant, Antoine. Les amis, je vous attends dans les commentaires, dans le chat, dans l'avant-première qui passe le samedi. Les hypothèses. Vas-y. Parce qu'il y a des théories, hein. Oui, alors, moi, j'avais entendu parler d'un son similaire. Je ne sais pas si c'est celui-là, j'ai pas retenu son nom, mais il se pourrait que ça soit celui-ci parce que ça avait aussi une origine russe. Ce serait un son qui serait émis par quelqu'un dans un bunker et qu'on appellerait aussi le son de la fin du monde, ou quelque chose comme ça. Vraiment, c'est des souvenirs lointains, hein. Et si la personne n'appuyait pas toutes les, je sais pas moi, X heures, 24 heures, qu'importe, sur un bouton qui émettrait ce son, alors ça déclencherait une apocalypse nucléaire. Quelque chose de Ah, poétique, tu vois. ouais, ouais, ça fait partie des théories, ouais. L'apocalypse. Ah ouais, bah c'est celui-là en fait. Alors, la théorie, moi j'ai nommé théorie numéro un, numéro 2, mais c'est pas la théorie la plus en vogue, c'est pas ça, c'est juste pour qu'on suive. Donc, petit 1, la théorie numéro un. On va dire c'est le marqueur de canal. Alors, le bourdonnement servirait simplement à occuper la fréquence pour éviter en fait que d'autres ne l'utilisent. Fiable, pragmatique, mais ouais, un petit peu décevant quand même, avouons-le, comme théorie, hein. Je l'ai trouvé sur Wikipédia. La théorie numéro 2, la communication militaire codée. Les messages chiffrés seraient destinés, d'après cette théorie, à des unités ou à des agents sur le terrain
comme les fameuses stations de nombre, en fait, utilisées durant la guerre froide. Tu vas voir ça sur, certaines archives déclassifiées, de la CIA, tu tapes, station de nombre, tu vas trouver des trucs. Théorie numéro 3, la guerre psychologique. Je vous ferai un focus là-dessus tout à l'heure et comme l'explique, l'article de Futura, diffuser des signaux anxiogènes mystérieux sans explication peut aussi semer bien évidemment le doute et aussi nourrir la paranoïa. C'est vrai qu'on va s'imaginer des trucs et en période de tension internationale, ça c'est l'effet à garantie, hein, ça c'est sûr. Aujourd'hui, moi je peux te dire qu'avec tout ce qui se passe, notamment en France, mais pas qu'en France, je ne sais pas si tu as suivi, les événements du 10 septembre. Je ne sais pas si tu sais un petit peu ce qui se passe d'ailleurs, je ferai un petit aparté peut-être si on a le temps, mais c'est Bah, assez on peut quand même dire que grâce à nous, Natacha, moi je pense que là il faut qu'on le dise à tout le monde, hein. On a pu, sauver nos 2 jours fériés et virer Bayrou en passant, hein. Je veux dire, ça se note quand même. Tu as vu c'est quand je me fâche tout rouge, hein, Natacha, hein? Qu'est-ce qui se ouais! passe, hein? Blam! Eh ouais. Moi je tu sais que j'ai regardé du coup cette histoire en pensant à toi. J'ai dit: «Ah ouais, on a parlé de ces 2 jours fériés». Du coup, on vous renvoie à l'émission, la précédente, c'était donc le Mimi numéro 1 de la Numéro 1, ouais, tout à fait, de la 6e saison, tout à fait. Théorie numéro 4, le système dead hand. Tu sais ce que c'est? Non? Oui, ah oui, mais en fait, c'est exactement ce à quoi je pensais tout à l'heure. Du coup, j'ai été vite fait rechercher là, pendant que tu parlais pour, essayer de me rappeler du terme. C'est ça, c'est ce système-là, en fait, qui dit tout simplement que, bien, si un jour la Russie est détruite par une apocalypse nucléaire, alors il n'y aura plus d'opérateurs pour pouvoir appuyer sur ce fameux bouton qui émet ce son et qui finalement empêche le départ d'une ogive nucléaire vers le monde entier. Donc ce serait une espèce de riposte automatisée dans le cas où la Russie, eh bien, viendrait à disparaître. Eh bien, l'opérateur qui, protège finalement, le reste du monde, disparaissant aussi, eh bien, il y aura plus personne pour appuyer pour empêcher, l'apocalypse générale. Voilà. Bah, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Parce que certains pensent effectivement que l'arrêt du signal pourrait déclencher automatiquement une riposte nucléaire. Donc ça fait c'est une idée un petit peu terrifiante. Mais bon, ceci étant, en fait, les faits la contredisent quand même, hein. Le signal a déjà cessé à plusieurs reprises sans déclencher la troisième guerre mondiale, heureusement pour nous. On peut dire ça. Théorie numéro 5, la recherche scientifique. Alors ouais, enfin, on a quelques chercheurs qui suggèrent que donc l'UVB76 pourrait aussi servir à surveiller l'ionosphère utile aux communications militaires. C'est une hypothèse un peu moins sexy, un peu moins effrayante aussi, mais c'est une hypothèse plausible. Alors moi j'en profite, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai prévenu, je vais faire un petit focus. C'est un focus sur un mot qui fait froid dans le dos et qui pourtant fait partie du quotidien de toutes les grandes puissances qui est la guerre psychologique. Alors, de quoi parle-t-on exactement? La guerre psychologique. C'est l'art, ou plutôt la stratégie d'influencer les émotions, les perceptions et même les décisions d'un adversaire, qu'il soit militaire ou civil. Les armées modernes, comme l'OTAN ou les États-Unis, elles l'appellent aussi, psychological operations, pardonnez-moi pour l'anglais, ou, PSYOP, plus facile. En clair, en fait, ce sont, des actions qui sont planifiées pour affaiblir la confiance de l'autre, protéger ses propres forces et surtout prendre l'avantage, sans forcément tirer un coup de feu. Moi, j'appellerais ça un petit peu la manipulation, c'est ce dont j'ai parlé à plusieurs reprises dans nos Mimi précédents, donc je vous y renvoie et concrètement, vous connaissez les objectifs de tout ça, d'abord évidemment miner la volonté de combattre. Miner, c'est la volonté d'un ennemi qui voudrait nous combattre. Ensuite, c'est aussi prendre le pouvoir, hein, sur l'autre.
semer la confusion et l'incertitude, dans ce qu'on va appeler son appareil décisionnel, sa pensée, quoi. Et puis on peut aussi chercher à influencer directement l'opinion publique, préparer le terrain aussi à une offensive diplomatique, économique ou militaire. Concrètement, on le subit tous les jours, hein, heu, pour faire passer certaines décisions. Bref, avant les armes, on attaque les esprits, entre guillemets, «on attaque les esprits», on fait en sorte de faire passer des choses. Et je sais pas si tu sais comment on fait ça, si tu t'es intéressé à cette question, Antoine, si les amis ou les personnes qui nous écoutaient, connaissent un petit peu, cette boîte à outils bien garnie, non? Tu as quelques idées, j'imagine, sur la manière dont on fait ça? Là en tête, ouais, je pense que la guerre psychologique, la source même de la guerre psychologique, c'est la fausse information, Ouais. voilà, tout simplement. Mmh. C'est de pouvoir déstabiliser, finalement ce en quoi tu crois, de pouvoir saper tes fondements finalement, de toutes sortes, hein, moraux, intellectuels et cetera, en démontrant faussement le contraire, par rapport à tes croyances. Ouais, très, très bien. Et ça existe pas mal sur les réseaux sociaux, donc il y a une désinformation, il y a des fake news, il y a des trucs, tu vois? Et bon bref, je on va pas trop s'étendre, mais vous voyez un peu avec, aussi la diffusion sur nos grands médias, la diffusion de messages, anxiogènes. Il y a une certaine période qu'on a passée avant, où il y avait plein de messages anxiogènes, mais on en a toujours et ça a un peu cet effet de qu'on croit qu'on est impuissant, de nous saboter. Bien sûr, vous imaginez, il y a la radio, il y a la télé, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. En fait, occuper occuper une fréquence, un espace audio, un espace, sonore, pardon, avec un signal étrange comme ça, comme ce fameux UVB76, bah, ça peut suffire à intriguer, à inquiéter, à nourrir toutes sortes de théories. Mais attention, la guerre psychologique, c'est pas seulement de la communication, c'est aussi de la science. Parce que la psychologie et les neurosciences montrent que l'incertitude déclenche du stress, que ça élève le taux de cortisol et altère la prise de décision. Quand on doute, on hésite ou au contraire, on agit trop vite, tu vois? En fait, dans les 2 cas, dans ces cas-là, on devient plus vulnérable. Et je sais que pour avoir écouté Boris Cyrulnik, il explique aussi que quand on va suivre la vie d'un chef charismatique, d'une personne comme ça, une personne à qui on prête, de bonnes qualités, ou la vie du groupe, ça calme. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. C'est que quand on est des êtres sociaux, que quand on s'oppose à un avis dominant, par exemple, ça nous stresse. C'est aussi des petites techniques. Je vous glisse là des infos pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Et donc quand les rumeurs se répètent encore et encore, en fait, la confiance s'érode, l'opinion se polarise et les esprits deviennent beaucoup plus faciles à manipuler. Moi, je vais vous donner quelques petits exemples connus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les Alliés ont monté de toutes pièces de fausses unités militaires pour tromper l'état-major allemand sur le lieu de débarquement. Ça, c'était un truc connu. Alors, résultat, bah, on a eu évidemment une opération de désinformation magistrale baptisée Fortitude. Plus tard, pendant la guerre froide, l'URSS, enfin l'ex-URSS, a perfectionné ce qu'elle appelait les mesures actives, les faux documents, les campagnes médiatiques, l'infiltration de mouvements étrangers. Et puis en face, l'Occident n'était pas en reste, hein. Elle diffusait quand même massivement via la BBC, la Voice of America ou la Radio Free Europe pour briser les monopoles d'État sur l'information. Et aujourd'hui, me diras-tu, Antoine, la guerre psychologique est entrée de plein pied dans l'ère numérique. On en a parlé juste ensemble avant. Alors, on parle d'opérations sur les réseaux sociaux, de campagnes de désinformation en ligne
ou encore, d'ingérence électorale. On se rappellera ce qui s'est passé, aux États-Unis. Et évidemment, aujourd'hui, les outils changent, mais la logique, elle est la même. C'est semer le doute, créer la division, influencer les choix. Enfin bon, vous connaissez ça par cœur ou pas, mais en tout cas, informez-vous. Alors, quand on écoute ce fameux bourdonnement russe, sur cette onde-là, on se dit que c'est peut-être pas seulement un vieux vestige militaire, c'est peut-être un rappel en temps réel que dans la guerre moderne, les batailles jouent autant dans la tête que sur le terrain. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment de quoi il s'agit. Nous, on a un petit peu évoqué ensemble des hypothèses, mais on ne sait pas. Et puis, c'est peut-être là que réside la véritable force de cette station, c'est entretenir le mystère. Et cette radio mystérieuse UVB76, c'est enfin, moi, je l'imagine comme ça. C'est tu sais, c'est comme ce voisin-là, bizarre, qui allume la lumière comme ça, tu vois, chaque nuit, puis il sort jamais. Bah, c'est intriguant, c'est un peu flippant. C'est pas forcément, dangereux d'ailleurs, hein, ça pourrait être simplement, du coup, on imagine, hein, cette relique de la guerre froide, un système de veille, de communication que l'armée russe entretient. Bon, c'est pas, hein, pour des usages techniques ou stratégiques. Ça peut être un outil de propagande de l'inconscient collectif, bon, ça fait toujours son petit effet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant qu'il n'y aura pas de confirmation officielle, la rumeur, les théories et les fantasmes, ça va continuer. Ça va continuer et dans une période de tension internationale accrue comme maintenant, chaque petit bourdonnement devient une occasion de s'inquiéter, avec raison parfois, hein, mais c'est souvent un peu plus d'imagination. Alors, Antoine, les amis, si une nuit d'insomnie vous tente, branchez-vous sur la fréquence. Vous y entendrez le même bourdonnement que des milliers d'oreilles curieuses depuis près d'un demi-siècle ont entendu. Attention, au lieu de vous endormir, moi je crois que vous risquez de passer la nuit à vous demander si Nikolai, Tatiana et Ivan ne sont pas en train de jouer au Scrabble codé. Je sais pas, hypothèse perso. Eh bien, pour ce faire, moi, je vais vous conseiller un youtubeur, qui a pas besoin que je vous envoie vers lui tellement c'est un gros youtubeur, c'est Feldup, je sais pas si tu le connais? C'est un jeune homme qui est, plutôt branché sur les mystères d'internet, du web et cetera et il a fait une très, très bonne émission, bien justement sur cette radio, UVB, UVB 76. Le son lien, c'est Finding, le numéro 103, je le mettrai dans la description et vraiment, et je pense que c'est de son émission que j'ai vue, il y a quelque temps, voilà, que ça m'a remémoré tout ça. Hem, il donne, ouais, les techniques justement pour pouvoir se brancher. Il fait lui-même l'expérience d'essayer de se connecter sur ces ondes fantômes et cetera et il arrive à capter, l'onde. Elle est pas si facile que ça à capter, mais on peut le faire à travers internet. Donc voilà, c'est vraiment une émission à regarder et j'avais une autre question à te poser, Natacha. Hormis, de te demander que tu as quand même des voisins bizarres, qui font des choses bizarres la nuit, heu, est-ce que J'en ai tu un. s oui, non, mais on a senti le vécu là sur le voisin qui allume sa lumière la nuit, mais qui sort pas, on sait Non, c'est pas ça. En fait, on lui dit bonjour, il répond pas. Il répond à personne, donc entre voisins, on se dit: «Ah, il est bizarre quand même, hein». Mais c'est pas ça qu'à moi, parce que tu vois, ce serait moi, je me dirais: «Il m'aime pas». Mmh. Mais bon, on est des de tous mes voisins sont vraiment sympas, c'est j'ai beaucoup de chance d'habiter là où j'habite, ils sont vraiment bien et il est pas mal, si tu veux. Simplement, on lui dit bonjour, il ne nous répond pas. Alors moi, j'ai une théorie, je me suis dit: «Peut-être qu'il est déficient auditif et visuel».
Bah oui, peut-être. En tout cas, il doit pas, lui, entendre les fameux bruits dont je voulais te parler. Sais-tu qu'il y en a d'autres bruits hormis ce fameux buzzer? Hem, j'en ai repéré au moins 3. Ça se passe plutôt, sur les régions subsahariennes. Il y en a un qui s'appelle, le The Sahara Rhapsody. Donc là, on est sur une onde courte, hein, de 5 mégahertz où, c'est une mélodie répétitive, presque musicale, composée de notes courtes et de bips, bah, comme une rhapsodie, électronique. Pareil, des chercheurs ont essayé de localiser la source de ce son. Personne n'arrive à trouver. Les théories, disent que ça pourrait être effectivement des tests de guerre, ah, comment tu l'as appelé? Psychologique? Voilà, tout à fait. Et il y en a un autre, c'est The Algerian Pip. On est sur du 7 mégahertz, onde courte là aussi. C'est un pip court et répétitif, voilà, qui est entendu, on va dire à travers des radios. Mais, j'avais eu connaissance il y a quelques années, je crois qu'on en avait parlé avec Jérôme, d'un pip comme ça qui se passait en Algérie, mais que na un bruit comme ça que tout le monde entendait et ça s'était passé pendant 2-3 jours, quoi. C'était assez intriguant et du jour au lendemain, plus rien et tu vois, c'était même pas avec, un écouteur, un appareil ou quoi que ce soit, c'est voilà, dans certaines régions, tout le monde l'entendait. Personne n'a su d'où ça venait, personne n'a su voilà, ce que c'était et plus rien. Oh moi, je trouve ça très intriguant. Ah oui, non, mais ces sons, comme ça, ces sons inexpliqués, c'est vrai que c'est quoi, il y a quelque chose de sympa de s'y intéresser, de vouloir savoir d'où ça vient. Il y a, The Libyan Whisper, qui sont des transmissions vocales chuchotées. Voilà. Donc là, on pense bien entendu à des groupes, armés ou des services de renseignement libyens et cetera. Mais c'est pareil, personne ne trouve l'origine de ces sons, voilà, c'est assez compliqué à déterminer. Plus Mmh. tous les sons qui viennent de l'espace. Beh, écoute, avant l'émission, bon, moi, j'écoute beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses pour préparer l'émission, celle-ci ou d'autres, numéros. Une émission sur, la théorie des cordes, tu sais, en physique quantique. Ah waouh! C'est passionnant parce que c'est, en fait, la musique de l'univers. Enfin, je résume ça comme ça, je me permets, c'est un petit peu trop rapide ce que je viens de dire. C'est juste, incroyable à écouter. Je vous invite vraiment à vous intéresser à ça aussi pour ceux qui ont envie. Bon, personnellement, j'écoute des trucs sur YouTube en faisant la vaisselle, donc ça va, je perds. Voilà, je m'arrête pas. On peut le faire, on peut le faire. Mais écoute, Natacha, il y a quelque chose de classe en toi. Tu écoutes la musique de l'univers en faisant la vaisselle, voilà. Donc on a tous l'image en tête. C'est ça fait très très elfique tout ça. C'était sur la théorie des cordes, physique quantique, mais pareil. Allez, on va passer à un autre sujet complètement différent. Déjà, je te remercie Natacha pour, ce sujet qui était passionnant et j'espère qu'il aura passionné nos amis Mi. Là, on est sur un autre sujet. On va flirter avec un sujet historique qui a beaucoup été, caution à controverse. Aujourd'hui, heu, personne n'arrive à infirmer ou affirmer, si le suaire de Turin est réellement, le suaire qui a enveloppé le corps de Jésus, après sa mort. Heu, En 2 mots, Natacha, bon, tu en as entendu forcément parler du suaire de Turin. Mais ça me m'intrigue énormément puisqu'on a le visage, en tout cas on dit qu'on a le visage, enfin on a un visage imprimé qu'on attribue, au Christ et puis il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de choses là-dessus aussi. Je pense que tu vas, nous ravir les neurones de de tout ça.
Alors c'est plus que le visage, hein, d'ailleurs, hein, carrément le corps entier. Alors, je vais faire des raccourcis, hein, de langage. À chaque fois, je vais associer, le suaire au Christ, hein. Maintenant, à vous de vous faire votre propre opinion, savoir si c'est vraiment le linceul qui a recouvert le corps du Christ ou pas. Mais voilà, pour des façons de praticité, je vais faire comme si c'était effectivement, heu, bien le suaire du Christ. Donc, ce n'est pas que le visage, c'est carrément son corps, hein. Le linceul, déjà, c'est un linceul de lin qui mesure environ, 4,4 m sur 1,1 m de large, et il porte une image qui est un peu floue, d'un homme qui a subi des blessures compatibles à une crucifixion. C'est-à-dire qu'on va retrouver des marques qui semblent être des marques de sang, aux endroits où, le Christ aurait été, crucifié, donc à l'endroit où on a planté les clous, et ce sphère a été, découvert, ou en tout cas il est sorti un petit peu de nulle part, du fin fond du Moyen Âge, en 1354. Il apparaît, à Lirey, puis à Chambéry, et déjà à l'époque, il a été décrié. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsque les premiers ecclésiastiques se sont, penchés sur le sujet, il y en a de nombreux qui ont, rejeté cette hypothèse christique, en tout cas d'origine christique, du sphère. Il y en a d'ailleurs, un qui était assez connu, qui s'appelle Nicole Oresme, qui a été, d'ailleurs, on va dire à la fin de sa carrière, apostolique, il a été, l'abbé de Lisieux, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, évêque de Lisieux, et il était connu, au XIVe siècle pour être un comment dire? Un religieux philosophe, mathématicien, économiste, et qui essayait d'expliquer, toutes les mystères du christianisme de façon, bien justement très, terre à terre, très scientifique. Voilà, et parfois il remettait même en doute, certains côtés, paranormaux, extraordinaires de miracles, en essayant de trouver des raisons, tout à fait scientifiques. Donc il a été l'un des 1ers à critiquer, beaucoup de reliques. D'ailleurs, pour la petite blague, tu sais que, si on mettait bout à bout toutes les reliques, qui sont des morceaux de la croix du Christ, on pourrait, je sais plus, en construire, plus d'une centaine, tellement il y a tellement il y a eu voilà, de faux, sur le sujet, Attends, et le marché, forcément. bah, oui. Tu as une relique de je ne sais pas quel saint, d'un bout de la croix et cetera, bah, les pèlerins viennent et font des dons, c'est normal. Ah mais carrément, et puis, tous les hauts lieux, saints comme ça ont leur reliquaire, et effectivement, oui, c'est carrément un marché, comme tu dis, et alors pourquoi est-ce que je parle de Nicole Oresme? Eh bien parce que, finalement, à cette époque, on n'avait pas trouvé réellement d'écrit de lui, indiquant qu'il décriait le Saint-Suaire comme étant un faux. Il était réputé pour pouvoir démonter, on va dire, tout ce qui était, fausse relique, mais il n'avait jamais réellement, en tout cas dans les écrits qu'on a retrouvés, il n'avait jamais réellement, heu, identifié le Saint-Suaire comme un faux. Eh bien, visiblement si, parce que, on aurait retrouvé, un texte, complètement inédit qu'il a écrit, et c'est l'article que je vais partager. Donc Natacha, tu vois, c'est un article d'Euronews, qui est sorti le 29 août 2025. «Le suaire de Turin n'est pas le linceul de la crucifixion de Jésus, des preuves supplémentaires».
j'ai dit que le sujet est controversé, hein, on ira le voir en détail. Donc, heu, en fait, il y a un nouveau document qui est apparu et qui, démontre, en tout cas, dans l'écrit de Nicole Oresme, qui a été retrouvé et qui date de l'époque médiévale. Il il décrit, parce que ça m'embête de dire il démontre. En tout cas, il critique le sphère, dans un traité intitulé Problemata, qu'il a rédigé entre 1355 et 1382, et il le critique comme étant un faux, qui aurait été, heu, créé par des religieux, en mal de, comment dire? De publicité. Voilà, pour faire simple, et ça ne prouve rien. Ça prouve juste qu'à l'époque, lorsque le suaire est sorti à la connaissance du monde, finalement, que selon son appréciation propre, il pensait que c'était un faux, et ça ne démontre pas pour autant que c'est un faux. Donc son texte qui est donc le texte le plus ancien, parlant du suaire, est un texte qui, va à l'encontre de la véracité du Saint-Suaire, mais ça ne démontre pas que le Saint-Suaire est un faux. Voilà, ça démontre juste que, à l'époque, Nicole Oresme avait des doutes sur sa véracité, son authenticité. Je te montrerai un deuxième article tout à l'heure, qui est plus moderne, on va dire, qui utilise heu, des techniques, d'image 3D, voilà, et qui, là aussi, remettent, en cause, la l'authenticité du Saint-Suaire, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc, pour revenir un petit peu à l'histoire du Saint-Suaire, parce que, si tu veux, ça fait, des années, des dizaines d'années, voire maintenant plus d'un siècle, hein, qu'on l'étudie. La 1re personne à avoir, réalisé, des photographies du Saint-Suaire, c'est en 1898. Il s'appelait, Secondo Pia, c'était un Italien qui était avocat, photographe amateur, et c'est lui qui a découvert, en développant ces clichés, que l'image sur le linceul apparaissait comme un négatif photographique. Alors c'est important, hein, cette notion de négatif photographique, c'est-à-dire que, heu, lorsqu'on étudie le Saint-Suaire, on ne va pas retrouver de la peinture. C'est pas comme si quelque chose ou quelqu'un avait, peint la forme d'un corps. C'est, comme s'il y avait, tout simplement une empreinte, mais, tu sais, comme dans Photoshop, des fois tu as des filtres comme ça qui te permet de changer tout en négatif. Je sais pas si tu l'as déjà fait? Moi, je connaissais, enfin, mon p je faisais de la photo avec mon père, donc je vois bien, tu sais, on développait les Ah oui, photos, c'est c'était de ça. la C'est vraie exactement ça. mmh. En fait, les zones sombres sur le sphère deviennent claires sur la photo, et vice versa. Voilà. C'est comme cela que ça a révélé pour la première fois un visage et un corps, beaucoup plus détaillés que ce qui était visible à l'œil nu. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, on avait déjà l'impression de voir, quelque chose. D'ailleurs, sur la photo là qu'on a vue tout à l'heure, avec tous les évêques là, qu'on voit le Saint-Sphère, quand on a l'impression de ne pas voir grand-chose. Et en fait, avec la technique du négatif photographique qu'on peut mieux voir les contours du Christ. Donc il y a eu un groupe d'études scientifiques qui s'est créé, qui s'appelle le STURP, le Shroud of Turin Research Project, hem, qui était un groupe, on va dire pluridisciplinaire, de scientifiques américains, c'était en 1978, qui se sont regroupés pour pouvoir analyser le suaire avec des méthodes modernes, et surtout sans parti pris religieux. Voilà, et il y a eu voilà des membres
finalement assez émérites, assez connus dans leur domaine qui se sont, penchés sur ce sphère, sur le Saint-Suaire, pardon. Entre autres, John P. Jackson, qui était un physicien spécialiste en optique, et en analyse d'image qui a développé des théories sur la formation 3D, de l'image sur le sphère. Voilà, tu as Eric Jumper qui est un physicien qui a aussi, fait des analyses spectrales du sphère, bon je ne veux pas tous les citer, hein, tu avais un scientifique de la NASA et tu avais entre autres, Raymond Rogers qui est peut-être celui qui est le plus connu, qui était chimiste, à Los Alamos, expert en analyse des fibres et expert en donc, dans tout ce qui est composition chimique des matériaux. Parce qu'ils ont essayé heu, finalement de dater à un moment donné ce sphère, heu, au carbone 14. Et là, il y a eu des premières controverses parce que, eh bien, au carbone 14, les éléments, qu'ils avaient pris, parce qu'ils ont découpé des tout petits morceaux du sphère, 3 fois rien, pour pouvoir faire les analyses. Eh bien, ça donnait des analyses, eh bien, qui dataient le sphère du Moyen Âge et pas du tout il y a moins de 2000 ans. Donc, du coup, ça a mis un petit coup de un petit coup de blues dans la communauté. Mais bon, voilà, c'était des scientifiques qui faisaient leurs études de façon très très consciencieuse et encore une fois sans parti pris. Par contre, ils avaient découvert malgré tout d'autres choses sur ce sphère, que l'image, c'était pas une peinture. Aucune trace de pigments, de colorants ou de techniques artistiques, médiévales ou même modernes n'avait été trouvée sur le sphère. C'est quand même surprenant, tu vois? C'est tu vois? Ben, je ne saurais même pas comment le définir. Des taches? Je sais pas. L'image est superficielle. Elle ne pénètre pas dans le tissu. Elle se limite à une fine couche de fibres, sur le lin, oxydé ou déshydraté. L'image est un négatif, ça on l'a dit, elle contient des informations tridimensionnelles, c'est-à-dire, qui seront révélées après avec des analyses, 3D, via les ordinateurs, les plus modernes et malgré tout, tu vois, ce consensus du STURP, ils ont déterminé que le sphère n'était pas une falsification évidente. Alors ça veut dire quoi ça, une falsification évidente? Bah, c'est-à-dire que, heu, si un faussaire ou un groupe de faussaires avait voulu faire un faux comme ça en peignant, des choses sur le sphère pour faire croire que c'était le corps du Christ, eh bien, ils l'auraient vite, démontré. Mais là, le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à démontrer en fait, autant ils arrivaient pas à démontrer que c'était un vrai artefact, mais autant ils n'arrivaient pas à démontrer que c'était un faux. Parce que, il y a aucune autre technique, d'époque qui permettait de produire, le résultat qu'ils avaient. La seule chose finalement auquel ils pouvaient se raccrocher, c'est l'étude de carbone 14 qui donnait une datation, au Moyen Âge. Sauf qu'il y a eu un rebondissement sur cette histoire du carbone 14. Le rebondissement, c'est que, à un moment donné, tu as un couple de jeunes, chercheurs, heu, autodidactes, qui ont, contacté, le fameux, Raymond Rogers pour lui dire: «Oui, mais attention, finalement, on a l'impression que les particules de suaire que vous avez pris pour l'étude, eh bien, ce sont des parties des pièces, quoi, des morceaux du suaire qui ont été rapiécés à l'époque au Moyen Âge». Parce que le suaire, le Saint-Suaire a échappé à 3 incendies. Je crois même il y a une partie qui est un petit peu brûlée et donc il a été, sur certaines parties recousu et du coup, l'autre, il s'est laissé convaincre scientifiquement parlant, c'est-à-dire: «OK, bon, bah, si vous avez raison, je vais reprendre, les morceaux de tissu que j'ai et puis je vais les étudier et cette fois-ci, je vais voir, la composition du tissu» et effectivement, il s'est aperçu que dans ce tissu,
Eh bien, il y avait pas que du lin, alors que c'était censé être qu'un vêtement de lin. Il y avait aussi quelques fibres de coton, mmh, telles qu'on pouvait l'utiliser au Moyen Âge pour justement pouvoir, raccommoder, rapiécer des voilà. Donc au final, il a pu démontrer que, eh bien, c'était peut-être pas une vraie piste de dire que le sphère datait du Moyen Âge sur la preuve de ces pièces-là, parce que justement ces pièces-là, effectivement, dataient du Moyen Âge. Voilà, donc ça ne remettait plus en cause finalement une datation, moderne, c'est-à-dire médiévale, du sphère. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir un petit peu s'il y en a d'autres, linceuls, finalement, parce que si ça avait été un faux, ça veut dire que, il y aurait peut-être d'autres faussaires qui auraient pu le reproduire, par ailleurs, tu vois? Sentant le bon filon. Bah ouais, j'ai le sphère qui a entouré le Christ, venez dans mon église. Laissez venir à moi, tu vois? Eh bien, il y en a pas. Alors ou alors si ça avait été naturel, c'est-à-dire que si tous les criminels qu'on recouvrait comme ça d'un linceul, heu, au bout d'un moment laissaient leur empreinte sur le linceul, on en aurait trouvé d'autres. Eh bien non, il y en a pas. Alors on a bien des d'autres linceuls. Il y en aurait, 5-6 qui existeraient, mais vraiment qui auraient pas les mêmes caractéristiques. Par exemple, il y a le linceul d'Oviedo en Espagne. Lui, c'est un linceul qui a des taches de sang, mais qui ne recouvrirait que la tête du Christ, à l'endroit où il aurait eu tu sais, sa couronne d'épines. Donc déjà, c'est pas un sphère complet. Ça représente vraiment que le visage, un visage barbu avec ces fameuses taches de sang. Donc on peut pas tout à fait le comparer au Saint-Suaire, même si certains pensent que c'était peut-être une pièce, hein, ce linceul d'Oviedo, peut-être une pièce qui aurait pu être attachée au Saint-Suaire. Alors il y en a un autre qui s'appelle le voile de Manopello. Ça c'est en Italie. Pareil, c'est un voile transparent qui porte l'image d'un visage barbu, compatible avec le visage du Suaire, mais on est encore que sur, un voile, tu vois, en petite taille. Donc, il y a pas de corps, il y a pas de traces de sang, donc c'est pas mieux. En France, on a un sphère, le sphère de Compiègne. Lui, il porte une image corporelle floue, mais beaucoup moins détaillée que celle de Turin. Il y a des taches de sang qui sont visibles, mais leur authenticité, reste encore débattue et puis, comment dire? On n'est pas sur quelque chose d'aussi net et d'aussi mystérieux que le sphère, donc on peut le mettre de côté. On a le Mandilion des décès ou l'image des décès, ça c'est en Turquie. Hem, c'est là aussi une image du visage du Christ sans corps. Donc à un moment donné, tu sais, tout ça, ça peut aussi être de la pareidolie finalement, hein, de vouloir voir le Christ, partout. Donc bon voilà. Il y en a encore deux-trois autres qui sont, plus mineurs et tu vois, il y a pas de finalement, il y a pas de sphère comme ça quoi, de sphère avec des similitudes vraiment complètes par rapport, aux caractéristiques du Saint-Suaire. Donc voilà, Natacha, bah, voilà, il y a pas réellement de clone de ce sphère, donc ça en fait, malgré tout, tu vois, même si on n'arrive pas à déterminer que c'est réellement une image du Christ, ça en fait quand même un objet à part entière. Alors, il y a d'autres caractéristiques sur lesquelles pour le moment je ne suis pas encore passé, c'est les fameuses traces de sang. Donc on a observé des traces qui pourraient être des traces de sang. Alors pourquoi je mets au conditionnel, je vais vous expliquer dans quelques instants. Au niveau main, poignet, les pieds, les côtes, la tête, le dos.
là où c'est surprenant. Donc déjà, on est, vraiment sur les effectivement, les les endroits où, le Christ a eu ses stigmates et où il a été, eh bien, pour le dos, flagellé. Donc ce sont des traces de flagellation qu'on retrouve dans le dos. Sur la tête, la couronne d'épines qui lui a fait des petits trous. La côte, c'est tu vois? Et c'est là où il a eu la fameuse, le fameux coup de lance, qui, l'aurait achevé ou qui lui aurait sauvé la vie, et ça sera une autre histoire qu'on vous racontera peut-être un autre jour. Et puis, au niveau des mains et des pieds, donc c'est pas contrairement à ce que certains pensent, c'est pas au niveau de la paume des mains, hein, c'est au niveau des poignets, parce que si on vous accrochait un poteau ou une croix comme ça avec la paume des mains, et bien là, voilà, le clou aurait vite fait de déchirer, tous les ligaments et vous tomberiez de votre croix. Donc on vous, clouait plutôt au niveau des poignets. Donc les tests biochimiques ont bien détecté de la présence d'hémoglobine et de bilirubine. Heu, la bilirubine, c'est un pigment de la bille, qui est souvent associé à des traumatismes ou à une décomposition du sang. Donc, ces résultats suggèrent que les taches pourraient provenir de sang humain, mais certains scientifiques soulignent que ces tests ne sont pas forcément spécifiques au sang humain et que ça pourrait être des faux positifs. Notamment, ça pourrait être confondu avec des pigments végétaux. Bon, pourquoi pas? Il y a quand même eu une analyse ADN, donc là, je vois pas comment ça pourrait être des pigments végétaux parce que l'analyse ADN en 1997, cette fois-ci, donc on est, sur une période beaucoup plus proche de la nôtre, qui a été dirigée par le docteur, Pierluigi Bologna. Lui, il a annoncé, bien, déterminé que c'est du sang et du sang du groupe AB et le groupe AB, Natacha, c'est le groupe le plus rare au monde, hein, c'est 3 de la population mondiale, donc voilà, si le Christ, il est dans le groupe, le plus rare, c'est forcément le Christ. Bon, moi, j'aurais plutôt dit le contraire, c'est s'il était dans le groupe universel, ça aurait été plutôt le Christ, mais ça, après, c'est une histoire d'interprétation et voilà, c'est toutes ces traces, eh bien, ça fait pencher la balance pour certains vers le oui, c'est le le vrai suaire du Christ, ou non, ça ne prouve rien. C'est vrai que c'est un peu compliqué de dire, avec exactitude: «Ça prouve que c'était bien le Christ». Ça prouve effectivement que ça peut être le suaire d'une personne, mais ça prouve pas forcément que c'était le Christ. Eh bien, rebondissement, Natacha, parce que c'est c'est fou cette histoire. C'est des rebondissements sur rebondissements. Une historienne et paléographe italienne du nom de Barbara Freil a découvert, qu'il y avait des inscriptions en grec, en latin et en araméen sur le sphère, visibles grâce à des techniques d'amélioration d'image et d'analyse informatique. En gros, comment ça fonctionne? On essaye de créer du bruit avec l'image. Alors créer du bruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de mettre des pixels, dans l'image, en créant du bruit sur l'image, tu peux deviner des choses et entre autres, ils ont découvert des inscriptions qui ont l'air assez nettes, hein, sur les images, hein, en grec et je vais la dire en dernier celle-là. En latin, une inscription, qui voudrait dire «avec toi», tecum. En araméen ou haber, une abréviation, possible qui voudrait dire «oui, le Fils» et puis, entre autres, il y en a plusieurs inscriptions, mais la plus, vraiment la plus importante, c'est en grec Iesus Nazarenos, donc Jésus le Nazaréen, où là, il y a pas photo, la seule personne historique, qui soit faite appeler Jésus le Nazaréen, c'était Jésus-Christ. Donc ce serait la preuve indéniable que ce tissu a bien recouvert le corps du Christ. Alors d'autant plus que sur,
comment dire? Selon certains experts, heu, historiques, eh bien, ces inscriptions, ça pourrait être plausible et cohérent avec des pratiques funéraires juives où, c'est un peu comme dans nos morgues, hein, où on nous met, au gros orteil une étiquette avec, nom, prénom et cetera. Bon, bien là, voilà, ça, c'était visiblement des choses qui se pratiquaient, s on mettait le nom sur le linceul pour, bah, comme une étiquette funéraire, hein, pour pouvoir identifier le mort. Il y a quand même des critiques là-dessus aussi, hein, c'est le manque de visibilité. Les inscriptions ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, on est, comme je disais tout à l'heure, obligé de créer des filtres informatiques, d'en appliquer plusieurs et à force d'appliquer un filtre informatique, on arrive à obtenir des images, quoi, des lettres qui se forment et du coup, on arrive à interpréter les images, les lettres. On revient au risque de pareidolie. Tu sais, on finalement, on voit ce qu'on a envie de voir. J'ai essayé de faire un petit peu d'analyse là-dessus et j'ai demandé s'il était possible de voir autre chose que le mot Jésus-Christ. Est-ce qu'on pourrait pas voir, je sais pas, le mot, heu, Donald Trump? Bah, en fait si, statistiquement, heu, quand on fait comme ça dans de l'interprétation finalement de signes, à travers des filtres, d'images, on pourrait faire apparaître un petit peu ce qu'on veut et trouver finalement ce qu'on cherche. Voilà. Donc, ce serait pas encore une fois une preuve irréfutable que c'est bien le linceul du Christ. Alors, comment s'est formée finalement cette image-là sur ce linceul? Parce qu'on a dit, tu vois, qu'il y avait pas de pigments, que ça touchait à peine comment dire? Le lin, mais qu'il y avait quand même une forme 3D, holographique, quoi. C'est quand même assez bizarre la façon dont c'est fait et parce qu'il y a en plus un autre, bah, une autre information là qui est tombée, aussi, cet été. Je vais vous la partager. Parce que cette histoire, l'histoire de moi je ne suis pas chrétienne et je veux pas du tout manquer de respect aux gens qui ont cette, croyance et cette, religion-là. Mais cette histoire, c'est quand même la plus grande histoire du Noémie, hein. Alors qu'est-ce qu'on entend par là, de l'histoire du Noémie? Ah le mec il est mort, il revient. Ah oui, c'est dans ce sens-là. Ouais. Ah ouais. Oui, oui, non, tu parles de la résurrection du Christ en lui-même et pas forcément le sphère. Je sais pas me répondre avec: «Non, non, 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 il est vraiment mort, il est vraiment revenu, dans» Mmh mh. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça signifie que le suaire serait resté que 3 jours sur le corps du Christ. Parce que c'est ça, il est re je connais pas l'histoire, hein, je la mythologie chrétienne, je la connais pas. Je me permets de dire mythologie parce que, on appelle mythologie, toutes les autres religions, autres, que celles du livre et je n'aime pas faire de différence, en fait. Mythologie grecque, mythologie égyptienne, mythologie romaine, parce que c'était des religions avec plusieurs dieux, donc c'est autre chose, c'est de la mythologie et puis les autres, ça s'appellerait religion. Donc soit on appelle tout religion, soit on appelle tout mythologie, mais il faut pas faire de différence. Mais bon, ça, c'est mon petit côté militante. mmh. Désolée pour ceux qui, Non, je t'en prie, donc ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Natacha, c'est que, bah, finalement le Christ, il a ressuscité, ou il a fait son EMI au bout de 3 jours et donc ça veut dire que cette empreinte-là, elle s'est faite finalement en 3 jours, tu vois? On aurait pu se dire: «C'est, le linceul, il est resté pendant des jours, des semaines, des mois, des années et puis il a été enterré avec et cetera, donc ça a eu le temps de s'imprégner». 3 jours. Donc rien que ça déjà, c'est surprenant et donc c'est un autre article là de Science et Vie cette fois-ci, du 7 août de 2025, «Jésus a-t-il vraiment été enveloppé dans le Saint-Suaire de Turin? Une nouvelle analyse 3D met fin au mystère».
qui me dérange dans cet article, c'est qu'ils ne mettent pas de conditionnel. Mais qu'importe. Pourtant, c'est une revue scientifique, hein. Ils devraient mettre du conditionnel. Ouais. Donc, ce que l'article dit, c'est que le recours aux technologies 3D permet finalement de déterminer que la forme ici, tu vois, du Christ, donc de ce fameux négatif, eh bien, il n'est pas compatible avec la forme que prendrait, heu, comme ça, une empreinte d'un corps, si le corps l'avait complètement recouvert. C'est-à-dire que Le suaire l'avait complètement si le recouvert. C'est sphère avait recouvert le corps, tu la sais, i question que donc je me posais par rapport au trou là. Je me dis: «Bah, il faudrait vraiment compacter». En fait, je j'arrêtais pas de me dire ça, quoi. Mais ouais, vas-y, alors là continue. là les trous, ça c'est qui sont là, c'est encore autre chose. Non, mais je me disais, tu vois, je m'interrogeais par rapport à ce que tu disais en me disant: «Bah, ils vont mettre un truc, ça il y a des endroits qui vont plus» enfin bref, Bah, apparaître en fait, ça devrait être épaté, ouais, tu vois? Alors que là, finalement, c'est comme si, ça avait pris une photographie à plat, comme si le linceul avait été à plat et que c'est la photographie, quoi, ce qui a imprégné le linceul était à quelques millimètres ou centimètres, du corps. c'est pas possible parce que quand tu mets un tissu, ça prend tout. Exactement. Donc pour eux, là, pour cette analyse, c'est que finalement le suaire n'aurait pas recouvert parce que c'est ça, hein, la vraie image, hein, c'est pas ce C'est ce lequel? c'est celui de droite, hein. Ah ouais, c'est pas celui du milieu. Non, c'est si celui du milieu, c'est celui qui n'est pas qui n'est pas traité, on va dire, en image, en image 3D. Mais voilà, ça aurait dû, si vraiment ça avait recouvert le corps, ça aurait dû être, empâté. Alors que là, ça a une belle forme. Donc pour eux, la conclusion de ces articles, c'est que le sphère n'aurait pas été sur le Christ, mais il aurait été sur une représentation du Christ, mais sur un tu vois, une plaque de marbre ou quelque chose comme ça, avec un Christ gravé un peu en relief et ça aurait été quelque chose de plat Mais avec des traces de sang. avec des Il y a des traces de sang, tu m'as dit? problèmes, c'est les traces de sang, c'est ça. Ah oui? Ou alors ils ont mis Comment comment effectivement pouvoir mettre ces traces de sang, alors qu'on serait sur un bas-relief? Alors certains, que je quand tout comprends pas dans ce que tu as dit parce qu'il y a des traces de sang dans le dos, mais le machin, il est devant là. oui, mais les Ça m'a c'est j'ai pas voulu te couper, mais je me suis dit: je comprends pas, en fait». et il est devant derrière en fait, hein. Si tu Ah! veux. Il D'accord, est d'accord. il il est pas que c'est recouvert, c'est emmailloté. Il est emmailloté, d'accord, d'accord, parce que là, je le voyais pas sur, Ouais, OK. tout à fait. D'accord, donc il y a du sang, OK. Donc il y aurait effectivement, alors mais c cette théorie, voilà, c'est si effectivement, Autre heu question, autre question. Il est oui, emmailloté, mais il y a que le devant qui est représenté, alors pas derrière? On voit pas ses fesses, en gros, en dos. Ça, je m'en fous des fesses du Christ, mais on voit que le devant. C'est bizarre, en fait, tu comprends? oui, Si tu déplies, tu vois? j'ai pas la réponse à cette question car je n'ai pas cherché la réponse à cette question. Je suis désolée. Il Je aurait fallu que tu me prépares à cette question pour que je ne suis pas un spécialiste du linceul de Turin. oui, mais réfléchis, s'il est emmailloté, tu as tous les morceaux, bah, tu vois tout, quoi, le dos, les pieds de bonne enfin tout, les cheveux et tu as des Mais traces bon, je pense, hop, parce que tu vois le voilà, tu ah, le je vois vois là pas. en entier? Je vais mettre mes lunettes. Ouais, mets-moi tes lunettes. Ouais, tes lunettes. Bah, Mets-moi tes lunettes. franchement non. Franchement Non, non. regarde, là, tu l'as en entier. Ouais. Ici, tu as la tête. Où ça? Ah ouais. Enfin Là, je ici, tu as la tête. Il est couché, les pieds sur la gauche. Il a la tête ici et les bras devant. Et ce ouais, que tu cherchais, eh ouais, le bien, dos. c'est la partie arrière, elle est là.
Mais effectivement, ce qu'on représente, c'est surtout la partie avant, parce que la partie avant, on voit son visage, Mmh. tu vois? Et donc on voit la partie arrière La aussi du partie coup? arrière, elle est là, tout à fait, ouais. Donc pour une c'est plutôt une statue qu'une plaque de métal alors? En fait, ils ont alors, mmh, dans le cas où c'est vraiment un corps humain, ils posent la première couche de du linceul, ils mettent le corps et hop, ils remettent le linceul par-dessus. Donc Mmh. ça marche bien effectivement avec un corps, mais effectivement avec un bas-relief, ça voudrait dire que des faussaires, parce que finalement on revient à ça, auraient créé un bas-relief représentant le côté recto et le côté verso du Christ Et avec du sang, du et coup? avec du sang. Bon, honnêtement, OK. c'est pas super crédible. Moi l'article, il m'a pas super convaincu, Mmh. par rapport à cette histoire. La seule chose qu'on peut retenir quand même de ça, c'est que le linceul, il pouvait pas être collé au corps du Christ pour pouvoir avoir l'impression, de son image. Voilà. Sinon, on n'aurait pas pu avoir cette image super nette. On l'aurait eu, un peu comme la tu sais, c'est ce principe de la planète Terre, quand tu la mets sur un planisphère ou quand tu la mets sur une sphère, ça représente pas la même chose. Les continents sont déformés, c'est pareil. Le 1er négatif, c'est un flash de lumière qui te Eh bien, aïe! écoute, tu n'es peut-être pas très loin de la vérité. Peut-être, finalement, tu vois? Écoute, figure-toi que j'ai fait une émission il y a 8 ans maintenant avec Magali Cazotte, donc émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne, où justement elle me parle du suaire de Turin. Et ce qui est marrant, c'est que, heu, même cette recherche nouvelle là, qu'on vient de voir dans Science et Vie, qui nous explique que, ça pouvait pas être emmailloté, c'était bah, elle en parle, mais elle en parle de façon différente. Parce que il y a personne qui tenait le linceul comme ça, tu vois? Il aurait fallu le tenir tendu et cetera, c'est pas possible. Donc pour, pour elle, en fait, il y a eu une émission, photonique qui a créé cette impression sur le linceul. Mais parce que, bon après je vous renvoie vraiment à l'émission que j'ai faite avec elle, hein, vous allez voir, je suis tout jeune, c'est incroyable. J'ai encore des cheveux, Ah! et donc ce qui est selon elle, en fait, c c'est lié, à la transformation du Christ dans son corps, céleste et cetera, qui émet une espèce de rayonnement comme ça, photonique, qui a pu faire cette impression et alors c'est pas la seule à penser ça, d'ailleurs il y a d'autres chercheurs qui ont pensé ce genre de choses. D'autres chercheurs aussi qui pensent que le problème de la datation carbone 14, c'est aussi au fait qu'il y ait une émission photonique qui fausse, les mesures du carbone 14 et ça, c'est encore autre chose. En tout cas, pour la faire simple et pour pas faire que cette émission soit trop, trop, trop longue, c'est que, l'impression de l'image de ce corps-là, qu'il soit le Christ ou pas le Christ, elle n'a pas pu être faite de façon naturelle. Elle n'a pas pu être faite de façon, heu, liée à une décomposition chimique. Elle n'a pas pu être faite en 3 jours. Elle n'a pas pu être faite en ayant le linceul complètement recouvert sur le corps de la personne. Elle n'a pu être faite que de façon inexpliquée encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tous les moyens, que ça soit 3D, machin et cetera, personne n'arrive à se mettre d'accord parce que finalement, on n'arrive pas à reproduire ce processus. En Pardon. soi, ça en fait quelque chose de miraculeux. Maintenant, est-ce que c'est le Christ ou pas? Ça, c'est une autre question. Est-ce que le Christ est vraiment le fils de Dieu ou pas? On n'en débattra pas, aujourd'hui, mais dans tous les cas, cet objet, cet artefact, ça reste un artefact unique et miraculeux. Moi, ça me fait penser au je crois que je t'ai déjà parlé dans la religion bouddhiste, à au Dzogchen.
Je crois t'avoir parlé de ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai travaillé sur un dossier, sur ce qu'on peut appeler le pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc, dans ce dossier sur le pouvoir de l'esprit sur la matière, j'ai interviewé Philippe Cornu, qui est un bouddhiste, c'est un grand érudit, de la tradition bouddhiste et de toutes ces connaissances-là. Il est lui-même bouddhiste. Je vous mettrai, je travaillerai dans les mois qui viennent, je vais travailler toutes mes vidéos que j'ai en retard et je la mettrai sur ma chaîne, qui s'appelle Natacha Co. Je vous mettrai ça, vous verrez, vous découvrirez, pardon, vous découvrirez cette interview absolument fascinante et il me parlait de la tradition Dzogchen. Enfin, il y a plusieurs, traditions. Bref, dans le Dzogchen du bouddhisme, au moment de la mort d'un maître qui est réalisé, heu, donc on l'enferme, dans une tente ou dans sa propre cellule. Il demande ça, il demande à être enfermé. Il n'a ni à boire, ni à manger pendant 7 jours et à la fin, donc au moment de sa mort, Heu, son corps devient lumière et on ne retrouve plus rien de son corps matériel. C'est la preuve de la réalisation, donc de la fin du chemin. Parce que, il faut savoir aussi, si tu relis ça à l'alchimie, vous regarderez le travail de Patrick Borensteinas, qui est un alchimiste, actuel, moderne. Finalement, on parle de spiritus et on parle de matière et on dit que nous créons de la matière et que le but de l'alchimie est de revenir à la lumière, donc de dissoudre en fait toute cette matière. Nous sommes, lumière, c'est la conclusion de tout ça. Sortir de la matrice, c'est vraiment comprendre ça aussi. Nous ne sommes pas, les pensées, les croyances et cette matière et c'est une, enfin, il faut vraiment parvenir à comprendre certaines choses pour voir aussi l'illusion dans lequel nous vivons aujourd'hui c'est un autre sujet dont on parlera plus tard. Mais ça me fait penser à ça. En fait, c'est tout à fait ça et il faut savoir que dans une des branches du christianisme, qui est le catharisme, hein, chez les cathars, on parlait de oh là, on parlait de consolamentum ou le baptême du feu, le baptême spirituel et là, ce consolamentum, heu, c'était, eh bien, c'est ça l'illumination de l'âme, l'embrasement de l'âme pour passer à une étape supérieure. C'est ce qui a pu arriver au corps du Christ, à ce moment-là. Il a vécu son, consolamentum et ça a projeté cette énergie, lumineuse sur le sphère et c'est pour ça que, eh bien, finalement, on n'en trouve pas d'autres, heu, dans dans l'histoire, hein, où on trouve des ersatz de ça, mais pas quelque chose de complet et qu'on n'arrive pas à le reproduire parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre, spirituel. Voilà, ça peut être une explication. C'est pour ça la controverse est vraiment ouverte, hein, je pense qu'il y a un vrai débat sur le sujet. Mmh, pour moi, ça reste un artefact très particulier et unique. De là à dire qu'il y avait le corps du Christ à l'intérieur, peut-être, peut-être pas. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Parce que moi, je suis plus attiré sur les théories que le Christ, n'est pas réellement complètement mort sur la croix. Et voilà, on en parlera un autre jour. On en a déjà un petit peu parlé, vous cherchez Pérylos, sur la chaîne, vous cherchez, plein de choses, vous retrouverez tout ça. Mais, ça reste quand même un sujet, voilà, un objet, un artefact, des plus singuliers.
En tout cas, moi, j'aime bien l'idée qu'on s'interroge, sur le sens de notre existence sur cette terre et puis peut-être que ça peut nous guider à des voies intérieures qui nous montreraient que nous ne sommes pas que matière. Et on aurait des petits sons intérieurs qui nous feraient: «Oh miasme». C'est notre petite, connerie perso ça. Ouais, c'est vrai qu'on fait le début de l'émission. Bah, Private joke. d'ailleurs, si vous êtes restés jusqu'au bout de cette longue émission, n'hésitez pas à mettre Omniasme dans les commentaires, comme ça on saura que vous avez été jusqu'au bout. Et puis, autre information, je vais mettre en ligne, ou je l'ai peut-être déjà mis, je ne sais pas chronologiquement comment ça s'est passé, une très, très longue émission que j'ai tournée avec, Damien, de la séance de minuit. C'est plus de 2 heures d'émission, on est pas loin de 3 heures d'émission, où, je fais la rétrospective de tous les numéros de Génération Cité d'Or, et vous retrouvez dans le numéro 3 entre autres Magali Cazotte, qui nous parle, du carré Sator, voilà, il y a un autre numéro aussi où elle nous fait un très, très bon article. Donc voilà, vous retrouverez, tous ces sujets dans cette émission ou dans Génération, Cité d'Or, heu, qui est en vente en ce moment. On fait des promotions, sur le stock parce qu'on liquide le stock avant fermeture de la société. Voilà. Natacha, merci, pour ta présence, ta bonne humeur, ta joyeuseté et tes sujets les plus intéressants. Bah, merci à toi pour, tes sujets développés avec tant de finesse. Tu as vu comment on se brosse, Ouais. Bah, tiens, on va remettre encore une couche de confiture. Allez, merci à vous les amis aussi pour votre soutien. Moi, quand je lis les commentaires ou dans le chat, bah, je suis touchée. Je sais pas pour toi Antoine, mais je suis vraiment touchée de ce soutien. C'est vrai qu'il y a une communauté assez sympa avec qui on partage des idées et ça me fait réfléchir, hein. Ça m'a d'ailleurs, il y avait, une réflexion qui m'avait donné envie de faire un sujet. N'hésitez pas, si vous avez des idées comme ça, à nous les donner à la fois, bah, plutôt dans les commentaires parce que le chat après moi je vais peut-être oublier l'idée, elle va m'intéresser puis je vais l'oublier. Mettez-les dans les commentaires. Les commentaires ça permet aussi parce que même si Antoine s'en fiche un peu, j'imagine que, le référencement YouTube, est un peu impacté par le nombre de commentaires, il y a pas que les pouces en l'air, il y a pas que les partages, il y a aussi Je ça. savais pas où est-ce qu'elle voulait en venir. Oui, Il s'en fiche un peu des commentaires. non, Non, mais il pas des se fiche commentaires, d'avoir beaucoup de commentaires pour le référencement. Non, moi c'est on ça. veut des commentaires pour les commentaires. On est Je tout à suis fait d'accord. désolée, j'ai un petit coup de fatigue en fin d'émission. Il est juste 00:30, ça fait 5 heures qu'on enregistre. Ouais, puis je suis partie dans l'illumination, moi après il faut redescendre. Non, mais en fait tu t'en fiches, voilà du référencement peut-être, mais c'est important, Non, non? mettez des pouces, abonnez-vous, mettez plein de commentaires, Partager, partager. hein, sinon on y arrivera comment à nos 100 000, hein? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc Voilà. voilà, on fait les mendiants là. Donnez. En tout cas, la semaine prochaine, c'est un Mimi avec un invité. Et on se retrouve, à Mimi, avec nos 2 actus dans 2 semaines. Donc l'invité pour l'instant c'est surprise. On a des petits noms en tête, mais on vous le dira. Mais vous le découvrirez en même temps que nous la semaine prochaine, hein, ça sera plus simple comme ça. Natacha, merci, je te fais des bisous, passe un bon week-end et puis à la semaine prochaine. Bisous à tous, bisous Antoine. On se retrouve très, très vite. Prépare bien tes sujets, je suis intriguée par le prochain. C'était très intéressant le suaire de Turin. Peut-être la lumière solide. Là, il y a un ami Mimi qui nous a parlé de ça l'autre fois. J'ai bien envie d'aller là-dessus. Voilà, on verra. Oh! OK. Ciao, À bientôt. ciao.
Pause. Guerre psychologique. Guerre psychologique. Alors, qu'est-ce que je C'est fais dedans? dommage, tu perds de précieuses minutes. Tic tac, tic tac. Ah! Saloperie! Pourquoi tu me stresses? Ah là là, tu sais que j'arrive même pas à le mettre. Voilà. Ah oui, le stress. Ouais. C'est normal. Voilà, c'est bon. Donc on y était. Je reprends. Tu as quelques idées, j'imagine, sur la manière dont on fait ça? Propagande, La rumeur, la manière dont on fait la quoi? guerre psychologique. La guerre Oh, psychologique. j'adore. Je crois pas. Je fais un focus sur la guerre psychologique. Il pendant et le mec il dort. De quoi tu parles, Natacha? Toi, la guerre psychologique. Tu sais ce truc que je fais sur toi là, à Non, chaque ça tu en peux plus. je subis ta guerre psychologique. Alors et donc la question c'était quoi? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oui, c'est pas moi que tu comprends pas. Mmh. C'est pas moi qui parle mal. Je me disais comme j'ai une migraine aujourd'hui, peut-être que je m'exprime mal. D'après toi, quels peuvent être ces outils, de guerre psychologique? Alors, résultat, bah, on a eu évidemment une opération de désinformation magistrale qui a été basée fortitude basée. On a eu je recommence. Donc, on a eu une opération de désinformation magistrale baptisée fortitude. Tu te souviens de ça, Antoine? Non, plus tard. Oui, oui et non. Je sais plus à quoi ça correspond, mais dès que tu vas me le dire, ça Au va lieu du me débarquement, au lieu du débarquement. oui, si, ça y est. OK. Ils avaient c'était les Alliés qui avaient annoncé quoi, en tout cas fait croire aux Allemands qu'ils allaient débarquer, Le délire. hein? C'est ce que tu viens de dire? Putain, Ça t'en va plus. Ça je t'en va je je ne plus. t'écoute pas, Natacha. Pour briser les monopoles d'État sur l'information. Je me suis trompée, j'ai dit pour diffuser, je fais: c'est pour ça. Une cata, c'est une cata. Ce soir, c'est une cata. Je devrais pas enregistrer quand j'ai une migraine. C'est dur. Non et puis tu as les yeux qui sont tout Oh, c'est dur. mmh, Ils sont quoi? Ils font quoi ils mes sont yeux? C'est quoi ça? Éclatés? ouais. Mais comment éclatés? Ah bah, tu verras dans le bêtisier. Ah! Oh miasme, oh miasme, oh miasme.